Bienvenue dans notre module 2 de notre cours « Les managers et la santé au travail ». Nous allons regarder ensemble les définitions et le sens des principaux concepts relatifs à la santé et la sécurité au travail. Nous verrons également qui sont les acteurs clés de ce secteur. Tout d'abord, commençons par dire ce qu'est la santé au travail. Nous vous donnons ici une définition élargie, développée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en 1995. Selon cette définition, la santé au travail s'articule autour de 3 objectifs distincts. Le premier, la préservation et la promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de travail. Deuxième point, l'amélioration du milieu de travail et du travail qui doivent être rendus favorables à la sécurité et à la santé. Et enfin, troisième point, l'élaboration d'une organisation et d'une culture du travail qui développe la santé et la sécurité au travail. Cette culture s'exprime en pratique dans les systèmes de gestion, dans la politique en matière de gestion du personnel, les principes de participation, les politiques de formation et la gestion de la qualité par exemple. Le contenu de cette définition est aujourd'hui repris au niveau européen ainsi qu'au niveau national français. Nous détaillerons dans le module suivant les définitions juridiques dans le contexte légal. Ce qu'il faut constater également, c'est que concernant la santé et la sécurité au travail, il existe une pluralité de termes utilisés qu'on a parfois du mal à différencier les uns des autres. Alors l'objectif, c'est de maintenant détailler le sens de chacun de ces termes que vous voyez ici présents. Alors, sur la notion de santé au travail tout d'abord, j'ai mentionné précédemment une définition élargie. Il est important de se rappeler que la santé au travail, ce n'est pas uniquement ne pas avoir d'accident ou ne pas tomber malade, ce qui serait une sorte de définition en creux. La santé au travail, c'est aussi organiser des conditions de travail favorables aux salariés. C'est l'idée que le travail peut aussi contribuer à la santé du travailleur et non pas uniquement le blesser ou l'abîmer. C'est d'ailleurs le sens de la définition de l'OMS qui définit la santé au travail comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc cette santé au travail ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette idée et cette définition sont en droite ligne avec nombre de points de vue développés par des psychologues du travail ou des spécialistes de la psychodynamique du travail qui soulignent tous dans leurs recherches que le travail et le fait de travailler permet la construction de soi. C'est un élément important de l'équilibre psychologique et de la construction de l'identité de chacun. Alors maintenant, entrons un petit peu davantage dans les différentes bulles avec les termes que vous voyez ici présents. Ainsi, il convient pour bien analyser une situation de travail de distinguer la notion de danger et la notion de risque. Alors, voyons tout d'abord la notion de danger. Cette notion de danger, ou dit de situation dangereuse, présente plusieurs caractéristiques. D'abord, cette situation dangereuse ne se traduit pas systématiquement par un accident ou un dommage. Je reviendrai sur la notion de dommage tout à l'heure. Le danger est propre à une situation, à un produit ou à un équipement. Ça va être par exemple sur un chantier, l'électricité est présente sur un chantier de construction, c'est un danger, mais la présence de ce danger ne se traduit pas systématiquement par la survenance d'un accident. Donc vous avez le danger qui est présent dans une situation, dans un contexte professionnel. Parlons maintenant de la notion de risque. C'est quoi un risque ? Ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? C'est une prise de courant et j'en ai besoin pour brancher mon micro au fond de la salle. Tu te prends les pieds dedans, boum badaboum, et t'as gagné. Alors, cette notion de risque, souvent, on a tendance à tout englober quand on l'utilise dans le langage commun. Pourtant, il apparaît vraiment nécessaire de bien distinguer le risque et le danger. Alors, nous vous proposons cette définition du risque qui semble faire l'unanimité et qui est extraite des documents de l'INRS. Le risque, c'est l'éventualité d'une rencontre entre un individu et un danger ou une situation de danger. On estime que 2 composantes caractérisent généralement la notion de risque. Premièrement, la probabilité de survenance du dommage va être liée à la fréquence d'exposition ou à la durée d'exposition au danger. Par exemple, combien de temps un individu est exposé à un produit chimique ou à une situation de radioactivité, ainsi qu'à la probabilité d'apparition du phénomène dangereux. Par exemple, si vous êtes un pêcheur, quelle est la probabilité que lorsque vous êtes en mer, vous soyez confronté à une tempête ?
La deuxième composante, c'est la gravité du dommage, qui vont composer cette notion de risque. La caractéristique essentielle du risque, c'est d'être un événement incertain et que cette incertitude, elle est irréductible. Donc, la notion du risque zéro n'existe pas, c'est impossible. Maintenant, la définition de la notion de dommage. Le dommage, c'est finalement la conséquence de la rencontre d'une personne et du risque dans une situation de danger. C'est finalement la survenance d'effets, de conséquences physiques ou psychologiques sur un individu résultant de ce danger qui va s'exprimer. Par exemple, on peut mentionner le risque d'électrocution qui va être la rencontre finalement d'un individu du phénomène de l'électricité dans une situation de danger qui est un chantier par exemple. Ce risque d'électrocution va occasionner un dommage. Ce dommage va être de plusieurs ordres comme décès, tétanisation des muscles ou blessures, brûlures. Alors si on prend maintenant le modèle d'explication d'une situation dangereuse qui fait bien la synthèse de ce que je viens d'exprimer. Alors, ce modèle est intéressant parce qu'il présente bien l'interaction entre les différents éléments que je vous ai expliqués juste avant. Vous avez un danger ou une situation dangereuse. Des individus, en l'occurrence ici, une personne. La rencontre de ces deux éléments va se passer à travers un élément déclencheur, des conditions d'exposition, une situation dangereuse. La confrontation du danger qui est de l'énergie avec cette personne lors de cet événement déclencheur va entraîner des dommages, des lésions, une atteinte à la santé. Il peut arriver qu'il y ait des stratégies d'évitement mises en place par les individus pour éviter ou atténuer ces dommages. Il convient également de prendre en compte le contexte organisationnel qui va être plus ou moins favorable à la survenance de ces éléments déclencheurs. Ce graphique est intéressant car il permet l'analyse de situations de travail en fonction de l'activité professionnelle. Ce schéma convient très bien par exemple à des situations d'accident de travail. Il est un petit peu moins pertinent sur la question des risques psychosociaux. On peut donner quelques exemples d'événements déclencheurs ou de conditions d'exposition. Par exemple, un fait immédiat comme une explosion, un individu, des sources, des produits chimiques, des personnes. Ces rencontres entre les produits chimiques, une explosion. On peut également avoir des situations de conditions d'exposition prolongées, par exemple un bruit continu dans des conditions de travail ou la manipulation d'une substance chimique qui va provoquer comme dommage soit la surdité, soit des maladies professionnelles par exemple. Les questions à se poser dans ce cas-là, dans ce modèle d'explication, c'est la durée de l'événement déclencheur ou de la situation, sa fréquence, combien de temps d'exposition les personnes ont-elles été exposées à une substance, combien de personnes sont concernées, quel type d'énergie est impliqué et finalement quels sont les risques possibles, c'est-à-dire essayer de les identifier. Ces risques peuvent être de nature physique, c'est-à-dire liés aux conditions matérielles d'exercice de la profession. Nous vous avons listé ici le risque chimique, par exemple l'amiante, les radiations, les risques biologiques qui peuvent être présents par exemple dans les industries agroalimentaires, les risques mécaniques, vous pouvez imaginer dans une usine avec des machines, le risque routier extrêmement important, c'est-à-dire tous les accidents qui ont lieu lors des trajets, les agressions, les bruits et les TMS qu'on a déjà vus précédemment, soit les troubles musculo-squelettiques. Mais nous avons également indiqué les risques pour la santé psychologique, qu'on appelle également risques psychosociaux, qui sont aujourd'hui largement médiatisés et que peuvent rencontrer les salariés dans leur milieu professionnel. J'ai nommé par exemple la violence au travail, qu'elle soit interne ou externe, c'est-à-dire interne au sein de l'entreprise, externe dans les relations que les salariés ont avec l'extérieur de l'entreprise, par exemple les usagers ou des clients, les situations de harcèlement, de stress, d'épuisement professionnel et tout autre risque psychosociaux qu'on nomme souffrance, mal-être et ainsi de suite. Par ailleurs, il faut quand même être très prudent et se garder d'une approche segmentée. Les travaux de recherche tendent à souligner qu'il existe un lien entre risque physique et risque psychologique. Les deux sont liés soit comme cause ou comme conséquence. Il peut également y avoir des effets combinés entre les conditions de travail difficiles, bruit, risque routier ou gestes répétitifs, et des rythmes de travail épuisants ou encore un contexte de violence au travail. C'est-à-dire que ces différents types de risques peuvent coexister, se renforcer au sein d'un même contexte professionnel. Alors, je vous ai mis ici un exemple de conséquences sur la santé de certains risques, ici en particulier le risque chimique. Ceci pour vous éclairer, on va creuser plus concrètement.
On va parler donc plus précisément du risque d'exposition des personnes à, par exemple, des produits phytosanitaires dans l'agriculture, ou bien au plomb ou au cadmium. Le cadmium, c'est une substance, un métal qui est présent par exemple dans les cigarettes ou encore dans les composants de vos téléphones portables. Les personnes qui sont exposées à ces produits chimiques de façon plus ou moins fréquente ou plus ou moins longue présentent des risques importants de développer un cancer ou bien par exemple des maladies des reins. Selon l'Institut national de veille sanitaire, l'INVS, on estime qu'il y a environ de 11 000 à 23 000 nouveaux cas de cancer professionnel tous les ans en France. Enfin, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de substances présentent des caractéristiques combinées qu'on appelle CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Par cancérogènes, on veut dire que ces substances peuvent être à l'origine de cancer. Elles peuvent également provoquer des mutations génétiques. Et enfin, ces substances peuvent affecter les capacités de reproduction des individus. Voyons maintenant la notion d'accident du travail. Dans quelles circonstances parle-t-on d'accident du travail ? Alors, selon le Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Cette définition met en évidence l'exigence d'un lien entre l'accident et le travail et en matière de preuve retient une présomption d'origine professionnelle à charge pour l'employeur de démontrer le contraire le cas échéant. Dans certains cas exceptionnels cependant, malaise, suicide notamment, la charge de la preuve peut incomber au salarié ou à ses ayants droit. La jurisprudence a précisé les caractéristiques de l'accident du travail et les éléments de l'accident du travail supposent à la fois une lésion corporelle ou une atteinte psychique, un événement ou une série d'événements conférant à une date certaine à la lésion, et que celui-ci se soit produit alors que l'agent était placé sous la subordination de l'employeur. Concernant la notion de fait précis soudain et de lésion corporelle, la charge de la preuve, en cas de difficulté, appartient aux salariés. Lorsqu'ils sont réunis et portés à la connaissance de l'employeur, le caractère professionnel de l'accident est acquis, la présomption d'imputabilité joue et l'employeur doit le déclarer selon la procédure en vigueur, en émettant s'il le souhaite les réserves pour renverser la présomption. La victime a l'obligation d'informer son employeur de la survenance d'un accident dans les 24 heures, oralement ou par lettre recommandée. Dès que vous avez connaissance de l'accident, vous devez délivrer ou faire parvenir la feuille d'accident à votre salarié afin qu'il puisse bénéficier de soins sans faire l'avance des frais. La présentation de ce document à tout praticien ou fournisseur permettra à votre salarié de bénéficier du tiers payant pour les soins se rapportant à son accident. Lorsque le traitement est terminé, la victime est invitée par sa caisse à lui restituer ce document. Il en est de même lorsque la caisse notifie une non-reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Alors on peut parler également d'accident du travail en trajet. Donc, est considéré comme un accident de trajet l'accident survenu au travailleur pendant le temps d'aller et de retour entre son lieu de résidence et son lieu de travail, son lieu de travail et le lieu habituel du repas. Le parcours doit présenter certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'il ne doit être ni interrompu, ni détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Donc, en application de la jurisprudence, il y a 4 conditions qui complètent ces règles légales. La résidence du salarié doit présenter un caractère stable. Le lieu de prise de repas doit être un lieu habituel. L'itinéraire doit être le plus court, le plus commode ou logique. Et l'interruption ne doit pas être provoquée par l'intérêt personnel. Concernant la déclaration d'un accident, elle est obligatoire et aucun employeur ne saurait s'en dispenser. L'employeur ou l'un de ses préposés formellement habilités doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime. Cette non-déclaration, si elle a lieu, est passible de sanctions pénales. De même, sur le plan civil, elle peut entraîner le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie de tout ou partie des dépenses occasionnées par l'accident. D'autre part, le salarié peut dans certains cas être fondé à demander des dommages et intérêts à son employeur. Deuxième notion importante, la notion de maladie professionnelle. Alors voici la définition de ce qu'est une maladie professionnelle. Selon le Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans les tableaux établis par la sécurité sociale.
Une maladie est dite d'origine professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou si cette maladie résulte des conditions dans lesquelles ce salarié a exercé son activité professionnelle. Ceci provient de l'INRS. Pour être reconnue et donner lieu à réparation, la maladie professionnelle doit figurer dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale et être reconnue comme une maladie professionnelle au terme d'une procédure de reconnaissance. Si l'affection entre dans le cadre d'une maladie professionnelle, la prise en charge financière des soins est alors intégrale. Ces fameux tableaux de maladies professionnelles sont établis par la sécurité sociale et c'est toute la difficulté concernant les maladies professionnelles, c'est de faire le lien entre l'activité professionnelle, car souvent la maladie se déclare quand la personne a arrêté de travailler, par exemple à la retraite. Ces tableaux sont établis par la sécurité sociale. Ils comportent différents éléments. Tout d'abord, ils indiquent les symptômes ou les lésions pathologiques que doit présenter le malade. Ils indiquent également le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre l'arrêt d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie et non pas sa déclaration. Ils indiquent également les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. On peut parfois également voir y figurer la durée minimale d'exposition au risque. Lorsqu'une maladie figure sur l'un des tableaux de maladies professionnelles, sans forcément remplir toutes les conditions définies dans ce tableau, elle pourra également être reconnue comme une maladie professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Lorsqu'une maladie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, elle pourra également être prise en charge comme une maladie professionnelle s'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime par ce même comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle a également entraîné soit le décès, soit une incapacité permanente au moins égale à 25%. Concernant la déclaration d'une maladie professionnelle, c'est à la victime qu'il revient de déclarer sa maladie auprès de sa caisse d'assurance maladie dans les 15 jours qui suivent la cessation de travail. Toutefois, la victime dispose en fait d'un délai maximum de 2 ans à compter soit du jour de la cessation du travail lié à la maladie, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs des dangers présentés par les produits qu'ils manipulent. Aussi, l'étiquetage informatif des substances et des différentes préparations est un des éléments de cette information. Selon le Code de la sécurité sociale, tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi qu'à l'inspecteur du travail ou aux fonctionnaires qui exercent les attributions en vertu d'une législation spéciale. Donc nous vous avons mis un exemple de tableau professionnel, il en existe de nombreux. Maintenant, je vous ai indiqué ici des exemples de maladies professionnelles, en tout cas, c'est toute une typologie des grandes sections de maladies répertoriées dans ces tableaux de la sécurité sociale. Alors, je ne vais pas passer à travers tous les éléments, je fais juste le focus sur ce qu'on appelle les pathologies osseuses, articulaires et périarticulaires, qu'on appelle également les troubles musculo-squelettiques. Ces pathologies touchent tout ce qu'on considère être les tissus mous à la périphérie des articulations. Ils vont résulter d'un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles des personnes et les sollicitations qui apparaissent, par exemple, dans un contexte de travail, notamment sans possibilité de récupération suffisante. Ça va affecter principalement les muscles, les tendons, les nerfs qui permettent les mouvements des pièces osseuses des membres supérieurs, du dos ou des membres inférieurs. Alors généralement, ces pathologies sont localisées au niveau des poignets, des épaules, des coudes, du cou, des genoux. Vous avez peut-être entendu parler du fameux syndrome du canal carpien qui est un problème de l'articulation du poignet, qui est une des pathologies les plus répandues. Actuellement, on parle également des tendinites. Ces affections vont se manifester par des douleurs et des gênes dans les mouvements. Elles peuvent également entraîner un handicap important dans la vie professionnelle et la vie privée. Ces pathologies sont reconnues comme maladies professionnelles dans le cadre des fameux tableaux annexés au Code de la sécurité sociale.
Nous vous avons présenté dans ce module les mots et les concepts clés de la santé-sécurité au travail. Maintenant, vous pouvez vous tester avec un quiz. Mais juste avant, voici un spot de prévention venant du Canada. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close.